certes d'une institution financière française, plutôt dans la partie Red Team où je faisais des tests d'intrusion. Et depuis un an, j'ai basculé vers l'équipe Engineering qui vient supporter la Blue Team et la Red Team, qui crée des outils, qui supportent des outils pour améliorer l'efficacité des équipes. Donc mon job, c'est aujourd'hui de mettre en place Patrol au sein de mon client. Je vous parle d'automatisation d'opérations de sécurité, des SecOps. Dans mon monde, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire des tâches de scan de sécurité, hein, essentiellement, qui peuvent être appliquées dans différentes activités de notre job. C'est la partie penetration testing, surtout sur la phase de reconnaissance. Là où on va aussi automatiser un certain nombre de contrôles de sécurité pour de la conformité. Faire du vuln management, faire des scans authentifiés, des scans Nessus, des scans Qualys pour identifier des vulnérabilités sur nos serveurs. Faire du threat intel et threat hunting, où pareil, on automatise tout un tas de scans pour vérifier si nos noms de domaine ne sont pas dans des blacklists X ou Y. Faire de la compliance et aussi faire de la revue de code, où dans la société où je suis, il y a énormément de développement qui est fait et on veut mettre en place une barrière qualité, une barrière sécurité. Donc, on fait de l'audit de code statique, l'audit de code dynamique et tout ça, pareil, c'est des outils de sécurité et qui nous permettent d'identifier des vulnérabilités ou des faiblesses dans nos assets et tout ça, pareil, on essaie de l'automatiser. Et pour ça, on a créé un outil qui s'appelle Patrol. Patrol, c'est un outil open source qui est gratuit, qui est en fait un cockpit, un framework dans lequel on va pouvoir automatiser tout un tas de contrôles de sécurité. L'idée, c'est d'avoir une vue en continu et multicouche sur tous nos assets. Alors, nos assets, ça peut être un serveur, une adresse IP, une application ou un groupe finalement d'assets où quand on dit mon application A, elle tourne, ça veut dire que c'est un OS avec un middleware et une application qui tourne qui est exposée à partir de telle URL. Et donc tout ça, c'est tout un tas d'assets qu'on va grouper et on va avoir le niveau de sécurité en continu de ce groupe d'assets. Et c'est ce qu'on peut faire avec Patrol. L'idée, c'est qu'on définit donc nos assets, on définit des politiques de scan qui vont nous permettre d'orchestrer de réaliser des contrôles qu'on va sélectionner, de collecter des findings, de les contextualiser, de traquer ces findings dans le temps pour voir quelles sont les évolutions. Là, désolé, on verra la partie qui est question après, mais voilà à peu près l'outil à quoi il sert dans enfin, c'était l'idée de base. Alors pourquoi on a fait cet outil? Parce qu'on se rend compte, en tout cas dans notre activité de CERT, que il y a un certain changement, un certain dynamisme qui s'observe dans les assets qu'on expose. On a de plus en plus d'assets exposés sur Internet ou depuis notre réseau interne. On a de plus en plus de technologies à gérer et il y a de plus en plus de changements. C'est-à-dire que avant, il y a quelques années, on pouvait, pour une application donnée, la baseline, c'était de dire on fait entre 2 et 3 mises en production par an. Alors qu'aujourd'hui, on bouge sur un 2 ou 3 par jour. Et ça veut dire que 2 ou 3 applications différentes, enfin 2 ou 3 versions de l'application sont déployées par jour sur nos assets. Et donc, on n'a pas... Quand on disait qu'on faisait un pen test par an pour évaluer le niveau de sécurité d'une application qui ne changeait pas, ça avait un sens. Aujourd'hui, ça a de moins en moins de sens. C'est-à-dire que quand on prend une photo à un instant T, c'est entre aujourd'hui et il y a un an, il y a eu tellement de changements que
le pentest qu'on a pu faire il y a un an, il a plus vraiment la même valeur qu'avant. Donc, plus en plus d'assets exposés, plus en plus de menaces aussi. On voit la courbe d'évolution des CVE, des vulnérabilités. Il y a de plus en plus aussi d'attaquants, d'opportunisme qui fait qu'on va être de plus en plus attaqué. Donc, de plus en plus de vulnérabilités exploitées. Et ces vulnérabilités donnent atterrissent sur un impact potentiellement plus grand sur les activités business des sociétés. Donc à la fin de la journée, le fait qu'on ait de plus en plus d'assets exposés, qui sont pas toujours maîtrisés, de plus en plus d'attaques, et ben on se rend compte qu'on a une visibilité qui est de plus en plus faible sur notre niveau d'exposition au risque, en tout cas avec nos moyens classiques de contrôle de sécurité. On doit aussi faire face à un autre problème qui est quelque part lié aussi, c'est la pénurie de compétences. C'est très difficile d'avoir des personnes, enfin de recruter des personnes motivées et compétentes en cybersécurité, surtout sur la partie anticipation et réaction aux incidents de sécurité. On a un problème de fenêtre d'exposition. Là, je vais en parler juste après, où finalement on doit se battre toujours contre la montre, entre les vulnérabilités qui apparaissent et les attaquants qui vont venir les exploiter. Et le dernier point, un dernier challenge auquel on devait faire face, c'est qu'aujourd'hui, certes, on a de la chance d'avoir un peu de moyens, et on empile les outils les uns sur les autres avec un overlap de fonctionnalités. Et au final, on en vient à juste appuyer sur des boutons, sur des outils, sans comprendre toujours pourquoi on fait ça. Et en fait, on se rend compte qu'on n'avait pas forcément de stratégie à proprement parler. Et on se rend compte qu'avoir plein d'outils sans stratégie, bah, c'est juste inefficace, en tout cas pour nous. Notre job, c'est de détecter des incidents de sécurité, donc avant en identifiant des éléments précurseurs, donc identifier des vulnérabilités avant qu'elles soient exploitées par les attaquants, mais aussi d'identifier des indicateurs de compromission. Là, c'est plus le job de la Blue Team et enfin, le sacerdoce de ZI, qui est de voir et traiter un incident de sécurité, c'est-à-dire qui s'est passé, qui est en train de se passer ou qui va se produire. Et pour ça, en fait, on a monitoré énormément d'événements, de sources d'informations qui sont déstructurées et avec un niveau de qualité très, très, très disparate. Déjà, c'est les assets, enfin les mises à jour de nos assets, être capable de savoir exactement ce qui est exposé et tous les changements qui ont lieu en temps réel, avec toutes les problématiques de Shadow IT. On doit aussi comment dire, surveiller les bases de connaissances. Aujourd'hui, on peut pas se dire, ok, moi j'ai des technos et je fais de la veille, je fais de la recherche de vulnérabilité que sur mes assets. Non, on fait appel à, il y a une communauté qui est là et on va essayer de surveiller les CVE, les 0day, savoir s'il y a des exploits qui ont été réalisés ou pas, mettre à jour aussi nos outils de détection pour être capable de détecter d'autres vulnérabilités. Et enfin, aujourd'hui, le fait, on avait tendance à faire des scans de sécurité uniquement sur nos assets, mais on se rend compte aussi qu'on doit aussi faire s'interroger sur la manière dont notre niveau de sécurité est perçu par les tiers. Typiquement, si nos IP ou nos DNS sont dans des blacklists, nous, on n'a pas de vulnérabilité en tant que telle, mais par contre, on aura des partenaires qui auront des difficultés à travailler avec nous, et donc il y aura un impact business. Et ce qui nous fait dire qu'on ne doit pas forcément surveiller que nos assets, mais aussi les assets des potentiels attaquants. Ouais, juste un point sur la partie exposition, la fenêtre d'exposition. C'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus crucial
de détecter une vulnérabilité au plus tôt. Typiquement, enfin, on est dans une institution financière et on se fait attaquer tout le temps, mais pas parce qu'on est une institution financière, c'est juste parce qu'on est sur Internet et qu'on expose telle ou telle techno. Il y a énormément enfin, une montée en flèche des attaques opportunistes et qui font que, eh ben, dans tous les cas, on se fait attaquer. Et en prenant ce postulat, on prend la décision d'essayer de détecter, enfin, d'utiliser un peu les mêmes techniques que les attaquants pour détecter au plus tôt les vulnérabilités, pour pouvoir espérer les fixer le plus tôt possible. Et donc là, enfin, donc un des principes qu'on essaye de mettre en œuvre et d'appliquer, c'est la partie automatisation et orchestration. La différence, en tout cas de mon point de vue, automatisation, c'est une simple tâche. Une automatisation, c'est juste le fait de répéter une simple tâche, un simple scan de sécurité. Et l'orchestration, c'est le management de plusieurs tâches automatisées. Pourquoi on fait ça? Bah déjà, parce que les attaquants le font. C'est la première des choses, c'est que justement, vu qu'il y a une partie opportuniste qui se fait, et eux aussi utilisent des outils automatisés pour détecter une vulnérabilité, et ben on se dit qu'il faut réfléchir, et il faut réfléchir comme eux. Typiquement, quand j'avais mis en place Patrol sur un Kubernetes, j'avais installé un Kubernetes avec la configuration de base qui est vulnérable, donc qui exposait un service enfin le kubelet qui est accessible sans authentification. Et donc il a fallu moins de 24 heures pour que mon cluster Kubernetes soit attaqué et qu'un gars dépose un cryptomineur dessus. Et donc j'ai été attaqué, je pense pas parce que j'installais Patrol, c'est juste que j'exposais sur Internet un port qui n'était pas sécurisé. Et donc, il y a des routines qui tournent comme ça sur Internet, qui testent une vulnérabilité et qui l'exploitent à la volée. Plus globalement, pourquoi automatiser les SecOps? La première des choses, c'est pour faire plus de contrôle, de couvrir un périmètre plus large et plus diversifié, de pouvoir avoir une meilleure vision de notre niveau de cyberexposition, de faire des contrôles aussi plus souvent. Le fait de faire des contrôles en continu, avec ça, on va pouvoir espérer réduire le délai de découverte et de correction des vulnérabilités, ce qu'on appelle les MTTD et MTTR. De le faire aussi de manière plus efficiente, c'est-à-dire qu'avec les mêmes moyens humains, financiers et organisationnels, de faire le plus de choses possible de manière la plus efficace possible, et donc essayer de réduire le temps d'exécution de tâches à faible valeur ajoutée qui sont récurrentes, afin de réduire les coûts et de pouvoir être plus efficace dans notre job, de pouvoir passer plus de temps sur des cases plus compliqués et de pouvoir, encore une fois, être dans une démarche d'amélioration continue et de pouvoir améliorer nos capacités de détection. Et la dernière des choses, c'est que on est dans une situation financière et donc on fait énormément, enfin, on est un peu soumis à tout ce qui est compliance et benchmark. Et c'est aussi pour aider ces activités, le fait de pouvoir automatiser les mêmes contrôles, ça nous permet de pouvoir tester et comparer des différentes assets pour essayer d'identifier quels sont les meilleurs élèves de la salle et de pouvoir apprendre d'eux. Donc là, normalement, vous vous dites, c'est génial l'automatisation, pourquoi on l'a pas fait avant, ça remplace ce que je fais. Donc si j'automatise tout, j'ai plus qu'à cliquer sur un bouton et j'ai plus à bosser, je peux virer toute mon équipe. Donc c'est pas exactement ça, hein, la réalité. Déjà que ça couvre pas tous les risques. L'automatisation des contrôles, ça ne remplacera pas la partie pentest, hein, vu que c'est... Et pourquoi ça remplacera pas tout ça et pas toutes
les autres activités qu'on avait avant, ça vient juste les renforcer. Bah, dans- dans un premier temps, c'est qu'on augmente le nombre d'alertes. Fatalement, si on va automatiser tout un tas de contrôles, avoir d'autres capacités de détection, on va augmenter significativement le nombre d'alertes et potentiellement le nombre de faux positifs. On se rend compte aussi que l'automatisation de contrôle, c'est très inefficace pour identifier des vulnérabilités fonctionnelles. Une vulnérabilité fonctionnelle, c'est j'attaque un site de e-commerce et j'achète mon produit, il coûte 5 euros et à la fin du process d'achat, je modifie la requête et je dis que c'est plus que 1 euro, je paye et ça fonctionne. Bon, bah ça, le faire de manière automatisée, de manière agnostique de la techno, c'est quasiment impossible. Sauf à passer beaucoup d'efforts, mais potentiellement cet effort, on pourrait le passer à autre chose. C'est aussi compliqué de contextualiser et de qualifier ces nouvelles alertes, donc il faut trouver des combines. Et puis, bah, c'est un outil, donc ça coûte de l'argent. Enfin, ça coûte de l'argent pour le mettre en place, le maintenir. Et si c'est de l'outillage, euh, encore une fois, un outillage sans stratégie, c'est complètement inefficace. Donc, il faut vraiment que cette politique, cette stratégie d'automatisation vienne supporter une stratégie de cyberdéfense, de cybermonitoring. Donc, on a fait la balance entre ce que ça pouvait nous apporter d'automatiser et les différents drawbacks de ces concepts. Et on est parti. On est parti, on a fait le pari de monter Patrol pour automatiser et orchestrer nos SecOps. Vous voyez pas, mais c'était une animation avec une chouette qui tourne la tête. L'idée enfin les 4 idées de base de Patrol, c'était de profiter des concepts d'automatisation d'orchestration. Le deuxième, c'était de ne pas forcément créer d'outils, mais d'utiliser les meilleurs outils du marché, soit qui étaient déjà en place dans une organisation, donc de faire des connecteurs vers ces outils déjà en place, parce que c'était plus pratique, ou alors de mettre à disposition des outils de manière la plus packagée possible pour profiter de leur capacité de détection et d'analyse de vulnérabilité le plus vite possible. Le troisième, c'est d'essayer de jouer, avoir une politique de contrôle qui est liée aux méthodes d'attaque des attaquants. Donc essayer de s'inspirer des différents TTP, des attaquants les plus représentatifs par rapport à notre organisation, et de créer nos contrôles à partir de ça. Et le dernier, c'est de proposer de l'expertise, c'est-à-dire que de ne pas laisser juste la plateforme comme elle est aux utilisateurs, mais de pouvoir les accompagner en analysant les résultats avec eux. Patrol, techniquement, c'est quoi? Alors tout est, encore une fois, c'est open source, tout est disponible sur GitHub. C'est deux composants, et c'est développé en Python. Le premier composant, c'est le manager à votre gauche, qui est le front-end, là où vous allez pouvoir définir vos assets, créer vos politiques de scan, lancer vos scans, analyser les findings, faire des dashboards, faire de l'alerting, etc. C'est accessible en Web UI ou en REST API. La plupart des fonctionnalités sont accessibles en REST API. Et ensuite, vous avez les Patrol Engine. Les Patrol Engine, c'est des micro-applications uniquement accessibles en REST API qui vont réaliser le scan, analyser les résultats et formater les findings dans un format pivot. C'est-à-dire que donc vous avez un engine typiquement pour Nmap, qui va lancer Nmap, qui va vous faire des contrôles. J'ai une autre engine qui va faire des contrôles avec Nessus, un autre qui va faire des contrôles avec VirusTotal. Et tous les findings qui viennent de Nessus, Nmap, VirusTotal ou n'importe quoi auront le même format et donc ils vont pouvoir être réinjectés dans Manager et on va pouvoir faire des coupes finalement sur les différentes vulnérabilités liées à une asset. Et donc on va pouvoir mélanger quelque part des choux et des carottes dans l'interface du Patrol Manager.
Donc c'est ces micro-applications qui vont réaliser les scans parce qu'ils embarquent les capacités de scan, ou alors ils vont faire appel à des sources d'informations externes. Ils vont réaliser potentiellement, typiquement Virus Total. Un autre, il va faire un scan vers SSL Labs, ou alors il va embarquer SSL Scan et il va réaliser les tests SSL directement. Et à partir de ces différents engines, on va pouvoir positionner à des endroits stratégiques, à différents points d'ancrage. Typiquement, on peut mettre des engines sur Internet, sur le réseau interne et sur les interfaces, le réseau d'administration. Et donc, quand on va analyser les résultats, on saura de quels engines ça vient. Et donc, on connaîtra le niveau d'exposition des vulnérabilités qu'on a pu identifier. Dernier point, le Patrol Manager peut aussi envoyer des alertes, du ticketing ou aussi des alertes CI. Vous allez voir, vous n'allez pas forcément voir ce use case, mais en tout cas, ça discute avec les CI dans ce sens-là. Ça peut aussi générer des événements dans le SIEM. Et une évolution qu'on va faire très prochainement, c'est aussi envoyer des informations, c'est tous les findings dans un ELK, et donc pouvoir avoir d'un côté tous les findings dans Patrol, déjà dans l'application, mais aussi de répliquer ces données dans un Elastic et de pouvoir faire du dashboarding vraiment à la demande et par le Kibana associé, quoi. Aujourd'hui, en termes de capacité de scan, donc les Patrol Engine, aujourd'hui elles sont toutes open source, on peut les installer sur des serveurs, mais elles sont aussi accessibles via des images Docker. Donc un Docker pull l'image et on a l'engine qui est déjà disponible. Alors je ne vais pas forcément faire la liste à l'après-vert, mais de toutes les capacités, ça évolue. Il n'y a pas que nous qui les avons développées, il y a des contributeurs externes qui nous ont fait des engines et je les remercie aujourd'hui. Mais l'idée, c'est qu'on couvre finalement plusieurs domaines de sécurité et c'est un peu ça l'esprit de Patrol. C'est un vrai framework, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un outil par rapport à vos besoins, par rapport à d'éventuelles lacunes de contrôle de sécurité que vous avez. Et donc, vous pouvez soit compléter avec Patrol, soit le fait où Patrol vous apporte les capacités de scan que vous n'avez pas. On a aussi une engine avec Cortex. Alors Cortex va vous être présenté ou représenté juste après par Nabil. Donc vous pouvez très bien vous brancher aux analyseurs Cortex et donc profiter de toutes vos clés d'API et vos connecteurs avec vos services de TI et de gestion d'incidents, d'analyse d'observables de Cortex et donc récupérer ces résultats-là. Et donc on a énormément d'idées sur les autres engines à créer. L'idée, c'est de le faire un peu au fur et à mesure des besoins qui sont remontés par nos clients ou par la communauté. Et typiquement, là, il y en a un autre qui va sortir, c'est Pink Castle. Vincent Letout l'a fait l'engine en C#. Et donc, il va être mis à disposition dans très peu de temps. Je vais passer. Je vais passer aussi rapidement sur les différents use cases pour essayer de ne pas trop déborder sur la partie, sur le temps, mais rapidement. Donc il y a différents use cases qu'on peut mettre en place. Un des premiers, c'est d'automatiser toutes les étapes de reconnaissance d'un pentest, ce qui représente une grosse partie de la partie, on va dire au moins 20% d'un pentest, et c'est essayer de voir ce qui est exposé avec la partie, des outils automatiques. Donc avec Patrol, on peut essayer de chercher les sous-domaines, résoudre les adresses IP, lister les ports ouverts, essayer de faire de la reconnaissance sur les services en écoute, chercher les vulnérabilités, faire du sitemap et lancer des scans web par défaut. Donc avec une seule politique de scan, on peut lancer
tous ces contrôles et avoir déjà une vue sur avoir une bonne visibilité sur les assets qu'on va tester. Vu qu'on a aussi des connecteurs avec des outils d'audit de code statique, d'audit de code dynamique, on peut aussi s'intégrer avec dans la chaîne CI/CD pour réaliser pour réaliser des scans, typiquement avec Retire.js et What Dependency Checks, on va pouvoir se connecter au repo Git ou SVN des applications et réaliser ces différents contrôles. Phishing préparé au scénario, ça pareil, on a aussi des engines avec CertStream, Eyewitness et la partie DNS. L'idée c'est de pouvoir détecter au plus tôt des domaines qui ressemblent aux nôtres en fait, et de pouvoir les mettre sous surveillance. Donc là, il y a différentes techniques, hein. Soit on surveille tous les certificats émis par les Let's Encrypt, on regarde les CN associés. On peut regarder aussi, essayer de reconstruire des noms de domaines qui ressemblent aux nôtres, avec des DNS twist ou des choses comme ça, et voir s'ils ont été enregistrés. Et on peut aussi les monitorer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en a identifié des domaines potentiellement malveillants, et bien on fait tout un tas de contrôles pour voir s'il y a des changements. Et dès qu'il y a un changement, en être alerté. Pareil, fuite d'informations sur GitHub, ça c'est juste un scrapper sur GitHub et vous mettez vos mots-clés et l'idée c'est de pouvoir voir si vos API keys, si des bouts de code ou des bouts de script d'intégration se trouvent pas sur GitHub. Ça aussi c'est assez pratique, ça vous a bien servi. Et donc ça nous emmène à pas mal de use cases, encore une fois, ça dépend de votre activité. Alors, un dernier point, avant de conclure cette présentation et de vous laisser la main pour les questions, c'est la partie priorisation. Alors, au bout d'un certain temps qu'on utilise Patrol, même la plupart des outils d'identification de vulnérabilité, on se rend compte que ça crache quand même beaucoup de findings. Et ça crache beaucoup de vulnérabilités, et c'est un sapin de Noël. Ça clignote dans tous les sens, c'est du rouge, du vert, du jaune. Il y en a partout, et c'est compliqué de s'y retrouver. Et de choisir finalement, parce qu'on est là, on va devoir choisir des vulnérabilités qu'on va traiter en priorité, et potentiellement laisser d'autres vulnérabilités de côté, parce que le risque est plus faible. Et donc, il faut avoir cette capacité de contextualisation et de priorisation des vulnérabilités. Alors là, c'est un partage d'expérience par rapport à notre activité de CERT et CECIA, je vous raconte un peu tout ce qu'on fait tous les matins. Tous les matins, on a une réunion à 9h40 où tout le monde se met dans une salle. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure, où là, il y a la blue team, la red team, l'équipe de engineering, donc qui construit les outils. On se met tous là et on regarde les dernières vulnérabilités qui sont sorties la veille. Alors, il y a des choses qui n'ont pas forcément de sens dans votre langage. Mais oui, voilà, les différentes équipes, c'est SOC, CTI, Cyber Threat Intelligence, des FIR, et puis les boss, les CERT managers. Donc la première question, les vulnérabilités peuvent venir de plusieurs sources. Hein. C'est soit on a des outils de veille de vulnérabilité, soit l'équipe CTI qui a entendu parler d'un truc, les raids qui ont détecté une vulnérabilité particulière sur un asset. Et donc on va se poser des questions sur quel est le score CVSS de la vulnérabilité. En fonction de ça, on a déjà un switch, à savoir si on va être en crise ou pas. On se demande aussi si on est vulnérable, et on va demander au RAID ou au SOC de confirmer les versions, les configurations qui sont réellement en place dans nos assets, et les éventuelles contre-mesures qui sont déjà en place.
On se demande aussi si on est exposé sur Internet. On se demande si si la vulnérabilité concerne un asset critique. On se demande aussi s'il y a un exploit, parce qu'une vulnérabilité sans exploit, bah, potentiellement, ça va être on aura peu de chances de se faire, de se faire attaquer. En tout cas, prend ce postulat en se disant que si personne n'est capable d'exploiter la vulnérabilité facilement, eh ben, on a moins de chances de se faire attaquer. Est-ce qu'il y a des mesures compensatoires? Est-ce qu'il y a comment dire, des catalystes enfin, qui vont faire qu'on a plus de chances de se faire attaquer ou pas? En gros, est-ce que on sait si c'est exploit in the wild? Est-ce que c'est un truc où il y a une vulnérabilité, où il y a déjà un logo, un site, on en parle dans Le Monde et sur Zataz? Et est-ce que c'est aussi exploité par des threat actors? Euh, Typiquement, l'équipe CTI, eux, surveillent des attaquants, enfin des groupes d'attaquants, et on regarde si ces vulnérabilités sont classiquement exploitées par ce type d'attaquant. Et dans ce cas, on va le traiter en priorité. On se demande aussi si on est déjà POG, et est-ce qu'on est capable de détecter une exploitation. Donc voilà, on se pose en gros beaucoup de questions. Et euh, ouais, c'est un travail d'équipe. On se pose beaucoup de questions, on doit être hyper réactif et on doit pouvoir suivre tout ça dans le temps, sachant que toutes ces métadatas, eh ben, elles sont pas statiques. C'est-à-dire que le matin, on va pouvoir être capable de répondre aux questions, mais l'après-midi, tout va changer parce que l'exploit a été réalisé, ou alors on s'est aperçu qu'on a détecté une vulnérabilité. Enfin, on a détecté l'exploitation de vulnérabilité, et donc là, tout change. Et donc là, on se dit, mais pour un des premiers critères, c'était le score CVSS, enfin, le base score CVSS. Très rapidement, ah, hop là, pardon. Et mon doigt qui a été vite. On se pose les questions sur le score CVSS. Pourquoi? Enfin, sur le base score, qui représente les caractéristiques intrinsèques du vulnérabilité. On se pose pas forcément la question sur la partie temporale ou environnementale. On regarde vraiment que la partie impact et exploitabilité de la vulnérabilité. Pourquoi on fait ça? Parce que c'était une facilité quand on a monté le CERT. Et aussi, le score CVSS, c'est le standard, c'est largement adopté, c'est assez transparent et c'est compréhensible par un peu n'importe qui, c'est la référence. Par contre, c'est pas toujours, comment dire, précis, complet, mis à jour. Et puis, bah, ça repose sur des équations. Donc, on fait confiance aux personnes qui ont créé les équations, les coefficients, etc. Mais bon, c'est un peu nébuleux parfois de dire, enfin, 0,83 fois 25, bah, ça te sort un score qui va dire que cette vulnérabilité est plus grave qu'une autre. Et puis, c'est pas forcément fiable dans le sens où, bah, typiquement pour Heartbleed, le score CVSS c'était 5 et pour Spectre c'était 4,7. Donc, c'était pas forcément des bons premiers critères à suivre en passe. Alors, je suis désolé, je passe assez vite sur cette partie parce que j'ai plus beaucoup de temps. C'est juste que je veux introduire ce slide où là, je vous présente bah, les différents critères qu'on prend en compte pour la priorisation de nos vulnérabilités. Donc, les premiers, c'est celui qui est au milieu. C'est des critères qui sont propres à la vulnérabilité. C'est quel est son niveau d'impact et d'exposition. Est-ce qu'il y a un patch exploitable, enfin, un patch disponible? Quel est l'âge de la vulnérabilité? Potentiellement, une vulnérabilité plus vieille a plus de chances de se faire attaquer, enfin d'être exploitée. Est-ce que on est capable aussi de la détecter plus ou moins facilement? On a une autre famille de critères qui est liée aux menaces, où là, on va se poser des questions sur la disponibilité des exploits. Est-ce que c'est gratuit ou pas? Ah, on a quelqu'un qui voit que du blanc. Pour moi, c'est bon. Ah, malheureusement, c'est toi, Sébastien, qui...
Dans tous les cas, ces slides seront mises à disposition. Donc rapidement, pour toi qui ne vois pas forcément l'écran, tu as 3 tableaux où tu as des critères de priorisation, la partie threats, vulnérabilité et assets. Là, je parlais de la partie vulnérabilité, là je parle de la partie assets, threats, donc qui est l'activité autour de des vulnérabilités. En gros, est-ce qu'il y a un exploit qui est disponible, quel est le niveau de confiance qu'on peut avoir dans cet exploit, et est-ce que c'est exploité dans la nature ou pas. Et un dernier, c'est au niveau des assets. Donc, est-ce que en gros, on n'aura pas forcément, enfin, on a des autres critères de cotation, enfin de qualification de la vulnérabilité en fonction de sa criticité, en fonction de son exposition. Potentiellement une asset qui est uniquement exposée sur le réseau d'administration, ben, on va pas la corriger en premier. Et on a aussi une notion de distribution, c'est-à-dire que cette vulnérabilité, est-ce qu'elle est présente que sur un seul asset ou est-ce qu'elle est présente sur beaucoup de serveurs, beaucoup d'assets, et donc là, ça va changer un peu notre manière de réfléchir et de traiter le problème. Et donc, à partir de ça, de tous ces critères, de tous ces métriques, on va identifier, comment dire, on va identifier quelle est l'action possible. La première, c'est de dire, ok, on va demander une correction immédiate et en plus, on va faire une cellule de crise pour être sûr que ça va être corrigé au plus tôt. Le deuxième, c'est juste demander, contacter les bonnes équipes pour leur dire, écoutez les gars, corrigez au plus tôt, ça serait cool. Le troisième, c'est de dire, ok, on a évalué un peu les risques, on a une vulnérabilité, certes, mais on prend la décision de juste d'attendre le prochain batch de correction, enfin d'application des correctifs de sécurité qui peuvent être mensuels, bimensuels, etc. Et le dernier, c'est de dire, oui, on a une vulnérabilité, certes, mais on prend la décision de ne pas la corriger. Donc voilà. Je suis désolé pour Nabil, je finis juste de ce truc-là. L'idée, c'est enfin, toutes ces métriques, on les a automatisées, donc on les rentre automatiquement. Enfin, c'est automatique. On utilise un outil qui s'appelle CV Search et via ForceCV, les outils du Circle. Et donc, on a créé une plateforme qui s'appelle Ears, Patrol Ears, qui va agréger toutes ces données et sortir un score sur ces vulnérabilités en fonction des différentes métriques qu'on a identifié plus tôt. Et en fonction de ça, ça nous génère, c'est Patrol Manager qui vient demander le score d'une vulnérabilité sur cette plateforme-là. Ça peut aussi générer des alertes vers The Hive et ou des alertes dans un outil de ticketing. Donc voilà. Voilà. Alors je passe très vite dessus, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Très rapidement, Patrol, nous on le voit comme un outil qui est plutôt en recherche d'efficacité, enfin pour les équipes qui essayent de chercher de l'efficacité, de réduire les coûts et d'augmenter leur capacité de détection. C'est open source et on peut accessible via REST API, donc c'est assez facile à customiser ou adapter en fonction de vos scripts. Ça vous permet de faire une vue à 360 sur votre niveau de cyberexposition en utilisant des outils du marché. Est-il possible de lancer un scanner automatique sur... Alors, la partie enchaînement, aujourd'hui, elle n'est pas en place. Mais c'est facile à dire que c'est dans la roadmap, mais en tout cas, c'est pas dans le prochain lot. L'idée aussi, c'est d'être complètement... Enfin, d'avoir une plateforme qui se met à jour automatiquement. Aujourd'hui, on bosse de plus en plus avec les intégrations avec The Hive Cortex et avec Rudder, qui est une solution aussi open source française qui permet de faire l'IT automation. Et on met en place aussi Patrol Immersion Entreprise, donc pareil en cloud et on-premise, qui va sortir d'ici quelques semaines. Donc si jamais vous êtes intéressé pour tester la partie Patrol Cloud, donc en gros c'est Patrol sur du SaaS avec des features en plus. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un accès sur la plateforme de démo. Aujourd'hui, c'est des démos gratuites, donc n'hésitez pas.
Et ça repose sur un produit qui est complètement open source, donc n'hésitez pas à le tester, à nous donner des feedbacks, c'est de l'or pour nous, et si vous avez le temps de contribuer. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, Group pour l'install un ISO, oui, il y a un. Alors, pour l'install, tu peux le faire par Docker. Soit il y a un Docker Compose pour le manager et des Docker files pour tes engines. On a fait un OVA, donc une VM qui embarque tout ça. Donc, n'hésite pas à nous envoyer un mail sur la boîte Get Support et on t'enverra le lien vers l'OVA. Et un autre point, si tu veux le tester aussi en live, alors non, c'est un OVA qui embarque le manager et toutes les engines accessibles sans API key. Ou alors on met à disposition la partie SaaS où tu peux le tester, en ligne. C'est tout pour moi. Merci beaucoup et désolé d'avoir débordé un petit peu. Mais merci pour vos questions. Je les lis en direct. Est-ce que l'on peut importer des assets depuis d'autres outils de workflow comme ServiceNow dans Patron Manager? Alors aujourd'hui, tu peux créer des assets via les API. On n'a pas fait la routine explicite qui va se connecter sur ServiceNow et qui va injecter les assets dans Patrol. Mais franchement, tu peux le faire par des scripts. Et en gros, tu as une demi-journée de boulot pour le faire, quoi. Avez-vous une plateforme d'échange entre utilisateurs, conseils, tutos? Alors, il y a un Gitter qui est mis en place surtout pour la partie support de premier niveau. Et on a un repo pour de la doc qui s'appelle Patrol Doc, où là, on essaye de mettre en place des docs d'install, d'exploitation, etc. Mais on sait qu'on a des efforts encore à faire sur ça. Et donc voilà. Et après, on est aussi dans un stade où on attend les feedbacks des utilisateurs pour savoir ce qui manque et de pouvoir les accompagner pour tester et mettre en place éventuellement la Patrol chez eux. Merci à tous. Ah, une autre question. Concernant la partie Dive Cortex, est-ce qu'il y a une possibilité d'intégration avec un responder depuis Cortex permettant par exemple de lancer un scan de port sur détection d'un événement spécifique? Alors oui, tu peux très bien faire un. Alors, faudra bien poser ton use case, hein, mais tu peux très bien faire un responder dans Cortex qui va créer un scan dans Patrol et tu vas pouvoir récupérer qui va créer un asset dans Patrol, lancer un scan automatiquement et tu vas récupérer les findings. Donc oui, c'est complètement exploitable. Et donc, Nico, Oui. juste pour compléter, les findings, tu vas pouvoir les récupérer dans le Cortex derrière. Alors, c'est Cortex qui te récupère, qui te donne les findings et le Patrol qui va te les formater et te les remettre à disposition. D'accord. Et tu peux les réinjecter derrière après dans The Hive Cortex? Donc, tu peux créer une alerte, ouais. Tu peux créer une alerte en disant j'ai une nouvelle vulnérabilité, enfin un nouveau findings qui a donc soit qui match de tel ou tel critère, et pouf, ça envoie une alerte sur The Hive. Quelle intégration. Quelle intégration, ouais. Voilà, notre proximité géographique nous aide. Et pareil pour Patrol Ears, ou la plateforme de priorisation. On peut dire, ok, là on identifie si on a une vulnérabilité avec un exploit qui a tel score et qui match avec telle ou telle métrique, pouf, ça envoie une alerte dans The Hive. Un grand merci, Nico. Merci, désolé d'avoir débordé un petit peu, mais encore merci beaucoup pour l'intégration, pour vos questions et et puis votre présence, hein, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup.